Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée au service de prise en charge de femmes victimes de violences. Alors, on m'a souvent contactée, puisque j'exerce sur ce service depuis 2018 maintenant, on m'a souvent contactée pour des mémoires notamment, pour présenter un petit peu mes missions, le travail que je fais et puis me poser certaines questions sur le phénomène de violence conjugale ou autre. Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous, si le sujet vous intéresse, de compiler ces questions qu'on me pose très régulièrement et puis d'y répondre pour tout le monde. Je commence dès maintenant, c'est parti. Présentez votre structure. Alors, je travaille pour une grosse association qui œuvre principalement dans les domaines de l'insertion et de l'hébergement. Alors, on a plusieurs services dans cette association, donc un CHU, un HUDA, un CADA, un CHRS, et puis plus récemment, donc, ce dispositif Femmes victimes de violences. Alors, ce service est ouvert depuis 2016, si ma mémoire est bonne. Donc, j'ai travaillé fin 2016 pour la première fois sur ce service. Alors, nous possédons 10 places d'hébergement pour femmes victimes de violences, toute forme de violence. Nous avons des appartements diffus. Alors, on ne travaille pas sur ce service sur une résidence. Ce sont des appartements que nous avons captés via un bailleur social local qui a mis à disposition donc 2 grands appartements, 3 appartements même, pour nous, avec un total de 10 places en tout. Pouvez-vous nous parler du public accueilli ? Donc nous accueillons toutes les femmes victimes de violences à partir de 18 ans. Avant 18 ans, bien sûr, c'est la protection de l'enfance qui est sollicitée. Toute forme de violence, vous savez qu'il existe 5 formes de violence. Donc la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique, la violence administrative et la violence économique. Donc on traite toutes sortes de violences, comme vous pouvez le voir. Ça n'est pas forcément de la violence conjugale telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire avec un mari violent physiquement. On a des personnes de tout âge. J'ai eu une jeune fille de 18 ans, je l'ai accompagnée pendant une année par exemple. Alors cette jeune fille était en fait d'origine étrangère et puis hébergée par sa tante qui vit en France depuis plusieurs années. Et cette femme, donc sa tante, est mariée bien évidemment à un monsieur qui s'est montré très très violent envers cette jeune fille. Et puis la tante a participé, cautionné ces violences. Donc cette jeune fille, en fait, nous a été orientée dans ce cadre-là. Donc on n'était bien pas sur des violences conjugales, mais des violences familiales. Voilà, il s'agissait essentiellement de violences psychologiques et de violences physiques. On a également accompagné des femmes beaucoup plus âgées, avec, sans enfants, voilà, des femmes de 40, 50, 55 ans. Malheureusement, voilà, tout le monde peut être touché par cette question des violences. Donc on a un public exclusivement féminin, bien sûr, mais très très large, avec des profils totalement différents, des personnes qui sont plutôt fragilisées, des personnes qui sont en très bonne situation socio-économique, des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, des personnes qui étaient dans une bonne relation de couple et puis ça a dégringolé, des personnes qui étaient en couple et ça n'a jamais vraiment été. Voilà, c'est à la fois très spécifique comme public, mais en même temps très très large. Bon, chaque personne est unique, vous me direz, mais voilà, on a un panel de femmes très 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 différents. Quelles sont les missions du travailleur social ? Alors pour ma part, j'ai 2 grandes missions. Eh bien, la première réside dans la mise à l'abri. Alors effectivement, pouvoir bien sûr héberger cette personne, qu'elle puisse être totalement isolée de son agresseur, de l'auteur des violences. Alors donc la mise à disposition donc d'un logement, comme vous l'avez compris, et puis au-delà de ça, créer un environnement qui est sécurisant pour cette personne. Donc forcément
de l'écoute, de l'accompagnement et puis éventuellement une orientation vers un professionnel de l'écoute comme un psychologue par exemple. Voilà. Alors nos adresses sont bien évidemment secrètes, hein. Nous avons, comme je vous l'ai expliqué, des appartements à disposition. Donc seul le personnel et les femmes bien sûr qui sont hébergées par chez nous connaissent ces adresses, sinon le service ne les divulgue pas. Et pour ce qui est du courrier de ces femmes, elles vont le recevoir sur un autre service et c'est à moi ou ma collègue, puisque nous sommes deux sur ce service, donc c'est à nous de redistribuer ce courrier afin que voilà, cette adresse ne fuite pas. La deuxième mission, évidemment, eh bien, c'est l'accompagnement. L'accompagnement sur tous les volets, hein, multidimensionnel, j'en parlerai un peu plus tard. Et puis la troisième mission, puisque nous sommes effectivement une association qui œuvre dans les domaines de l'insertion et de l'hébergement, eh bien c'est un accès au logement pour cette personne pour qu'elle puisse retrouver son autonomie et son intimité. Comment est organisée la prise en charge ? Alors, comment ça se passe concrètement au niveau du parcours des femmes qui sont victimes de violences ? Alors, avant d'arriver chez nous, bien sûr, c'est qu'elles ont été victimes et qu'elles souhaitent justement briser ce cercle infernal, je dirais. Et très souvent, elles veulent partir un petit peu en catimini avec voilà, leurs affaires et puis les enfants, éventuellement, s'il y en a. Alors elles contactent le 115, ces femmes, hein, le 115 qui est la branche urgence, on va dire, du SIAO, on va le dire comme ça, et qui donc travaille à l'échelle départementale. Donc au 115, vous avez des écoutants, des écoutantes. Ces écoutants, en fait, sont les personnes en première ligne qui vont prendre les appels des personnes qui ont besoin d'être hébergées en urgence. Et puis une fois que l'appel est pris, l'écoutant va en fait faire un petit bilan de la situation avec la personne qui a appelé. Donc bien sûr, ils vont échanger des éléments sur la situation, nom, prénom du demandeur, enfin de la demandeuse en l'occurrence. Et puis bien évidemment, cette demandeuse va expliciter qu'elle souhaite un hébergement en urgence pour cette cause de violence justement. Alors une fois que l'écoutant a recueilli tous les éléments qui doivent lui parvenir pour qu'il puisse orienter cette personne, eh bien il va appeler un service spécialisé bien sûr, donc comme le nôtre, donc un service en vue de savoir si un accueil est possible. Alors bien sûr, le SIAO a connaissance des disponibilités à l'échelle du département, donc s'il y a une disponibilité chez nous, par exemple, cet écoutant va m'appeler moi ou appeler ma collègue pour présenter cette situation voilà, de la demandeuse. Alors deux cas de figure, soit nous n'avons pas de place, auquel cas donc l'écoutant va contacter un autre centre d'hébergement bien sûr, soit nous avons de la place et dans ces cas-là, nous allons prendre l'appel avec ma collègue et puis bien évidemment tout mettre en œuvre pour que l'accueil puisse se faire. Alors de notre côté, en termes de procédure, eh bien, nous ne pouvons pas par nous-mêmes de manière autonome donner notre accord à un hébergement, hein. En fait, une fois que nous prenons l'appel de l'écoutant et que nous répondons que oui, nous pouvons accueillir cette personne, nous appelons ma collègue ou moi, notre directrice, qui elle va se positionner et donner son accord au SIAO pour un accueil. Alors une fois que l'accueil est OK, hein, c'est à nous, travailleurs sociaux, de rappeler le 115 pour donner cet accord de notre direction, tout simplement. Alors une fois que le 115 a connaissance de cet accord, j'espère que je suis claire, il va contacter la personne qui a demandé un hébergement pour lui dire voilà, telle association, tel service à tel endroit propose un hébergement pour vous, est-ce que vous êtes d'accord ou non ? Alors en général, bien sûr, hein, vous comprenez que ces situations qui sont extrêmement anxiogènes donnent lieu à un oui sans trop d'hésitation, hein.
les femmes concernées par la problématique violence cherchent à tout prix à partir très 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 rapidement et le plus discrètement possible. Alors c'est là que commence le travail pour ma collègue et moi, hein, puisque bien évidemment on a plusieurs choses à faire. Donc en termes d'accueil, il y a toute la partie administrative, donc on va préparer un dossier vierge pour pouvoir constituer un dossier usagé avec la personne qui va arriver. On va bien sûr traiter l'aspect technique de suite, c'est-à-dire on va se rendre au logement. Comme ce sont des logements en collectivité, on va bien évidemment prévenir les autres femmes qui sont déjà hébergées qu'il y a une personne qui arrive, sans bien sûr, vous le savez, divulguer les raisons pour lesquelles elle est là, etc. Donc juste un nom, un prénom, et voilà. Et puis on va vérifier bien évidemment que tout est OK pour l'accueil, c'est-à-dire le linge de lit, la nourriture, s'il y a des enfants, est-ce qu'il faut prévoir des couches, etc. Donc du lait, de l'argent éventuellement pour faire des courses, ça c'est des questions qui sont traitées avec l'écoutant bien sûr. Déjà l'écoutant nous dit si la personne a des ressources, si elle n'a pas de ressources, si elle va pouvoir acheter des choses ou si nous, on va devoir l'aider matériellement. Donc tout ça, en fait, ça va se mettre un petit peu en place très très rapidement. On est vraiment dans le même schéma qu'un centre d'hébergement d'urgence où on doit être réactif, c'est-à-dire que l'écoutant nous donne des informations qu'il a glanées auprès de la demandeuse, et puis nous, on va préparer cet accueil en fonction des éléments qu'on aura obtenus. Bien sûr, des loupés, c'est pas impossible, mais très généralement, lorsque la personne arrive, on refait un bilan très très complet de suite, et puis on avise à l'instant T. Quel type d'accompagnement menez-vous ? Alors concernant l'accompagnement, je vais vous faire la réponse la plus pourrie qui soit, et puis je vais vous dire que c'est au cas par cas. Alors pour développer un peu effectivement sur la question des violences, lorsqu'on accueille des victimes de violences, l'accompagnement va se centrer en premier lieu sur cette problématique violence, bien sûr. Alors peut-être en vous expliquant concrètement les choses, j'arriverai peut-être à être plus claire dans ma manière de procéder. En tout cas, alors pour moi, l'accompagnement, il débute véritablement à l'accueil. Alors cet accueil, pour moi, il doit toujours être soigné, mais peu importe le service dans lequel on œuvre, je dirais que voilà, c'est la première impression que vous donnez vous en tant que professionnel, et puis c'est c'est le premier ressenti de la personne qui va donner un petit peu le ton et le rythme de la relation d'aide. Donc moi, personnellement, en tout cas, je soigne vraiment cette partie du processus. Pour moi, l'accueil, il débute pas à maintenant que tu es installé, on va pouvoir discuter. Et puis, c'est d'autant plus important que, en général, les femmes arrivent parfois dans un état psychologique vraiment terrible, on ne va pas se leurrer. On n'est pas sur un accueil sur d'autres services où les choses se font de manière plus posée. Là, on est vraiment sur des choses, sur un secteur urgence. Donc, les choses se passent très vite, tant pour nous professionnels que pour les personnes en face qui sont accompagnées. C'est un timing très court. À peine cette personne a contacté le 115, qu'on lui a dit voilà, on vous oriente à tel endroit, et puis bim, la Croix-Rouge amène cette personne s'il y a besoin d'un transport à la résidence ou à l'appartement, et puis elle arrive avec son sac, ses enfants sous le bras, etc. Et parfois il s'est écoulé que quelques heures entre le moment où elle s'est dit il faut que je parte et le moment où elle arrive dans un endroit qu'elle connaît pas, avec des personnes qu'elle connaît pas qui sont dans la même situation qu'elle, et puis des professionnels qu'elle connaît pas non plus. Donc c'est vrai que cet accueil, pour ma part en tout cas, moi je le vois comme ça, il est vraiment, il doit vraiment être soigné, il est indispensable, quoi. Donc du coup pour moi cet accompagnement il commence là en fait, un accueil sécurisant, un accueil dans l'écoute,
euh, chaleureux. Voilà, je pense que je le définirais comme ça. Donc à ce moment-là, au moment de l'accueil, tout ce que j'ai envie de savoir, c'est si la personne a tout à sa disposition pour être confortablement installée. Est-ce qu'elle manque d'argent? Est-ce qu'elle manque de nourriture? Est-ce qu'elle a ce qu'il lui faut pour ses enfants? Voilà, c'est toutes les petites questions du quotidien qui font que la personne va se sentir bien. Donc je vais traiter ça tout de suite pour que la personne puisse s'installer convenablement. Ensuite, moi je ne suis pas de celles et ceux qui vont faire un bilan social tout de suite. Pourquoi? Parce que au vu de l'état de la personne, je me vois très mal mener un entretien très formel, très organisé, avec des questions d'ordre social. Ça n'est absolument pas approprié à mon sens. Alors après, peut-être que certaines professionnels le font. C'est leur manière de travailler. Je ne suis pas là pour juger, mais pour ma part, je trouve ça pas forcément très humain et un peu trop mécanique. Faut savoir s'adapter aussi à la personne et puis aux conditions dans lesquelles elle arrive. Et moi, je suis vraiment pas très à l'aise avec l'idée que on puisse tout de suite faire un bilan complet avec cette personne. Donc, ce qui m'intéresse, c'est deux choses la santé, le soin. Donc, je vais orienter très très rapidement la personne vers des professionnels du soin. S'il y a des blessures, alors des blessures psychologiques, bien évidemment, il y en a. Donc à ce moment-là, je vais proposer tout de suite une orientation. Voilà, est-ce que la personne souhaite avoir un psy en plus de notre équipe, hein. Nous, on offre un temps d'écoute, mais ça n'est pas forcément notre travail, on ne travaille pas en profondeur de ce côté-là. Et puis s'il y a des blessures physiques, évidemment, on va pas chercher midi à 14h, on va tout de suite traiter ça, en tout cas pour ma part. Et puis là, dans un deuxième temps, bien évidemment, c'est pas forcément un sujet très simple à aborder, mais j'essaie de l'aborder vraiment très très vite parce que malheureusement je peux pas attendre. Corrélé aux soins, bien sûr, c'est l'aspect judiciaire. On encourage très fortement les femmes à déposer une plainte contre l'agresseur, l'agresseuse, et ça va passer forcément par une visite à la médecine légale. Donc j'accompagne physiquement, psychologiquement ces femmes dans cette démarche de voir le médecin légiste, de faire constater les blessures externes, les blessures internes, parce que y a aussi des violences sexuelles, donc il faut pouvoir passer en gynécologie et puis expliquer un petit peu ça, c'est pas facile. Donc on fait cet accompagnement-là, et c'est vraiment les deux axes que je mets au travail très rapidement, bien évidemment avec les femmes. Alors une fois que la personne est convenablement installée et puis qu'on a réalisé les démarches qui me semblent à moi prioritaires, hein, c'est-à-dire le soin et puis l'accompagnement dans ce dépôt de plainte, et bien là pour le coup on peut réaliser effectivement un entretien un peu plus formel, un peu plus construit avec la personne pour la connaître mieux, pour savoir en quoi on peut l'accompagner. Donc on va se revoir évidemment, encore une fois, pour faire un petit peu un bilan de tout ça. Alors on accompagne bien sûr sur plein de volets avec ma collègue, hein, déjà en termes de ressources. C'est un point qu'on fait très rapidement. Est-ce que la personne a tous ses droits ouverts ou pas, hein, de manière générale, et puis surtout les ressources, parce qu'on aide financièrement, hein, jusqu'à ce que donc les droits soient établis ou rétablis. Et puis, on peut aider, accompagner sur plein d'autres volets, la parentalité par exemple, l'accès à l'emploi, à la formation, donc la santé, ok. Et puis, on va bien sûr penser déjà accès au logement autonome. Alors, je propose aussi un accompagnement collectif, on va dire. Alors, en fait, comme je vous l'ai expliqué, donc, ces personnes partagent un appartement qui est en bordure de la ville, et en général, elles ne sont pas de la ville et elles ne connaissent personne, elles n'ont pas forcément de repères.
Alors en quoi c'est intéressant de travailler avec le groupe? Eh bien, pour ma part, je constate, et c'est un fait avéré, que la problématique violence, en fait, vient agir sur notre confiance en soi, notre estime de soi surtout. Donc personnellement, c'est des axes que je vais mettre au travail, non pas seulement au niveau individuel, hein, où on est là pour revaloriser la personne, mais aussi valoriser le groupe. Voilà, créer une dynamique de groupe, faire en sorte qu'il y ait un lien social qui s'établisse, et puis pouvoir s'entraider mutuellement. Alors par quoi ça passe en règle générale? Eh bien par voilà, des ISIC, on va dire, voilà, ça prend la forme d'ISIC, des animations donc, dont l'axe central va être la valorisation des potentiels, l'estime de soi, la confiance en soi, la connaissance, la reconnaissance de ses capacités, de ses compétences. Voilà, ce sont des axes que j'avais pour ma part déjà travaillé avec d'autres publics, notamment les mineurs non accompagnés, en foyer jeunes travailleurs aussi, j'ai travaillé ce type d'axe, et puis en MEX aussi bien sûr. Donc ça passe par euh, plein plein de plein d'activités qui peuvent être vecteurs de confiance en soi, d'estime de soi, alors des pratiques plutôt physiques. Bon, moi j'affectionne particulièrement le yoga, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Je pratique depuis quelques temps, et j'avoue qu'il y a un travail à la fois physique et mental qui s'opère, donc c'est une pratique que j'aime bien faire découvrir. Ça peut être des loisirs créatifs, je crois profondément en le pouvoir de l'art-thérapie. Donc comme je peins, je vous l'avais dit également, c'est une activité que je peux proposer également. Les femmes ont fait beaucoup de choses, hein, alors, je me rappelle d'une dame qui était très très douée en peinture, donc voilà, je l'avais laissée prendre un petit peu les rênes, et puis guider les autres femmes pour faire découvrir son art. C'était vraiment très intéressant. Euh, donc voilà, on a fait un petit peu de sport, des loisirs créatifs. J'ai connu des dames qui faisaient des bijoux main. Voilà, c'est des moments de partage, et puis de lien et de valorisation, voilà, des savoir-faire de chacune. Quels sont vos partenaires? Alors, en termes de travail en réseau et de partenariat, eh bien, vous savez que les violences faites aux femmes a été grande cause nationale en 2010, donc on a eu beaucoup de changements en termes de législation. De nouvelles mesures, hein, l'ordonnance de protection par exemple, les mesures d'éloignement, etc. Tout ça s'est apparu dans la loi à partir de 2010, il y a eu de profondes réformes. Et puis en parallèle, il s'est vraiment mis en place tout un gros réseau, alors au niveau national bien sûr, et puis ça s'est un petit peu décentralisé à l'échelle régionale puis départementale. Alors on est effectivement un gros maillage institutionnel quand on travaille donc sur la question des violences faites aux femmes de manière générale. Alors je vous dirais du- de l'acteur le plus important et le plus haut placé jusqu'au plus petit et plus local nous concernant. Eh bien, on fait tous et toutes partie du réseau organisé par le CIDFF, donc un réseau femmes à l'échelle départementale. Donc on a très souvent des réunions réseau avec ma collègue où on va rencontrer bien sûr le responsable départemental du CIDFF, qui va nous donner quelques éléments concernant par exemple, alors ça peut être des événements, des manifestations auxquelles on peut participer, euh, des soirées à thème parfois, des marathons, voilà, tout un tas de petits événements pour sensibiliser les gens. On a également dans ces rencontres réseau des professionnels qui interviennent auprès de nous. Alors, on a des gendarmes, des policiers, puisque de plus en plus de ces professionnels sont formés à la question des violences, hein, dans leur métier.
On a dans ce réseau tous les acteurs sociaux, hein. Je sais que par exemple sur nos réunions réseau à nous dans le département, les CARUT sont présents, les XAPA sont présents, les assistantes sociales de l'UTAS, du CCAS, voilà. Donc la police, la gendarmerie, des juristes, la procureure de la République vient également aussi nous donner un éclairage juridique. Alors on se réunit 1 à 2 fois par an, euh, 3 fois éventuellement si il y a quelque chose de très notable, un gros événement, voilà, qui est organisé. Un petit peu en dessous de ces réunions réseau, pour ma part, je travaille avec le point info droit, où on a 2 juristes, dont une qui est spécialisée dans ces questions. Donc on peut à la fois orienter nos usagers, mais aussi bien évidemment d'autres personnes, d'autres services, voilà, hein, même nous-mêmes, on peut aussi se référer à leurs connaissances à eux. On travaille en étroite collaboration avec le CCAS de la ville. Alors le CCAS en fait prend en charge comme nous, hein, et héberge les personnes qui sont victimes de violences à l'échelle locale. Donc c'est-à-dire que le CCAS va prendre en charge les demandeuses qui résident dans la ville, et nous on va prendre les autres personnes qui sont pas dans la ville mais un petit peu plus aux abords ou sur l'échelle du département. J'espère que je suis claire. Alors comment on travaille? Comme je vous le disais, hein, des échanges d'informations, des échanges de connaissances, des analyses des pratiques. Euh, on essaie tout simplement de se former mutuellement, de partager nos expériences, de faire avancer un petit peu les pratiques, de les améliorer. Voilà, concrètement, pour vous citer les personnes avec lesquelles on travaille le plus en étroite collaboration. Alors on se voit très très souvent avec donc les personnes, les AS du CCAS et puis les AS de l'UTAS, puisqu'elles sont aussi un relais pour nous, c'est-à-dire que par exemple, les ouvertures de droits type RSA, eh bien, c'est plutôt une référente RSA de l'UTAS ou du CCAS qui va s'en charger. Alors nous, on ne fait pas d'ouverture RSA, par exemple. Voilà. On a déjà travaillé avec la CPAM également. Et puis, j'allais oublier, gros acteur aussi, eh bien, c'est l'hôpital. Alors, la permanence d'accès aux soins de santé, et puis le service social de l'hôpital, tout simplement. Quels sont les mécanismes d'une situation de violence? Alors oui, effectivement, une situation de violence, ça suit un mécanisme bien précis. Alors, généralement, sur tous les professionnels qui accompagnent ces personnes, euh, on a un indicateur, hein, un cycle de 4 phases. Alors je vais vous en parler un petit peu. Donc on a une première phase qui s'appelle la phase de tension. Alors dans le cas de violence conjugale, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, donc le conjoint, le mari, en fait, a une crise de colère, on va dire, un excès de colère. Et puis on commence à voir cette tension, justement, c'est-à-dire un regard de travers. euh, Souvent, quand on est en colère, on rougit, on serre le poing. Voilà, c'est des micro-expressions, des petits gestes, l'air de rien, qui montrent déjà ce signe de tension, en fait, hein. Très très souvent, à ce moment-là, la victime ressent une certaine menace. Voilà, c'est la phase, on va dire, préparatoire au passage à l'acte. On a ensuite donc ce passage à l'acte, hein, qu'on appelle la phase d'agression. Alors là, l'auteur violente la personne, hein, c'est-à-dire ça peut être une violence verbale, physique, psychologique, sexuelle, peu importe, hein, voilà. À ce moment-là, effectivement, la victime subit et puis ressent une humiliation et puis se sent démunie surtout face à cette situation
qu'elle évalue comme étant injuste en vérité. C'est-à-dire qu'il y a aussi une incompréhension de ça. S'ensuit au passage à l'acte, bien sûr, le moment de la justification. Donc, l'auteur de violence va opérer ce qu'on appelle un transfert, c'est-à-dire qu'en fait, il va débriefer de ce passage à l'acte avec la victime, et puis il va justifier son comportement. Alors, il va trouver n'importe quel prétexte pour expliquer son geste. Oui, mais tu m'as énervé. Oui, mais t'as fait ci. Oui, mais t'as fait ça. Voilà, hein, globalement, c'est un petit peu comme ça que procèdent les auteurs de violences. C'est le moment où eux, en fait, coupables d'avoir agi violemment, eh bien, vont transférer cette culpabilité sur la victime. C'est forcément de sa faute si cette situation s'est déroulée. Et puis il y a une dernière phase qui est la phase de réconciliation. Alors beaucoup de professionnels l'appellent lune de miel. Alors à ce moment-là, bien sûr, c'est le moment où l'auteur de violence va essayer d'apaiser la situation. Donc comment il va s'y prendre ? Bien sûr, il va s'excuser, demander pardon. Alors avec tout ce que ça comporte d'émotionnel, hein, les pleurs, la déclaration d'amour, voilà, tout peut y passer. Il va avoir aussi une tendance à minimiser les faits, voilà, à dire que bon, malgré tout, c'était qu'une gifle, c'était pas bien méchant non plus. Ou alors, bon, voilà, c'est une insulte qui lui a échappé de la bouche, hein, voilà, c'est pas non plus mortel, hein, une insulte. Pour certains, ils vont aller beaucoup plus loin, ils vont reconnaître qu'ils ont un problème en ce moment. Alors voilà, je suis stressée, ça va pas au boulot, ça va pas dans ma famille, voilà, je suis tendue. Je veux bien en parler à un professionnel, je veux bien voir un psy, pardon, je veux bien faire une thérapie si voilà, ça permet de sauver notre couple, etc. À ce moment-là, la victime, évidemment, elle est très réceptive à cette réponse, à cette réaction de son conjoint, de son mari. Et donc, elle va espérer qu'il soit sincère. Et puis, elle va surtout se dire, il faut que je lui donne une chance, il faut que je l'aide. Et puis, il faut que je le soutienne parce que malgré tout, c'est la personne qui partage ma vie. Donc c'est à ce moment-là qu'en fait elle va accorder son pardon, ou tout du moins, peut-être pas forcément de suite, mais en tout cas elle va mettre des stratégies en œuvre pour être à l'écoute, elle en fait, et puis essayer d'être clémente et puis d'aider comme elle le peut son conjoint. Pouvez-vous définir la notion d'emprise et comment la traitez-vous ? Alors oui, le phénomène d'emprise, c'est un phénomène de violence psychologique qui s'installe en fait au fur et à mesure entre deux personnes. Donc on y constate un rapport de domination, et puis très souvent on a, on va dire, un schéma qui est bien institué, où en fait la personne violente va alterner dans le temps des phases de violence. Alors très souvent de violence psychologique, hein, souvent des humiliations, une manière de rabaisser l'autre, des coups également. Et puis d'un coup, cette personne va changer du tout au tout, et puis partir dans une dynamique de séduction et d'affection. Ce qui fait qu'en fait, la victime perd un peu pied puisqu'elle est sans cesse ballottée entre une personne qui va à la fois la traiter comme une princesse, et puis elle va recevoir tout un tas de marques d'affection, d'attention, des cadeaux, que sais-je encore, des compliments, des flatteries, des petites attentions quotidiennes, quoi. Et puis, après avoir bien vécu cette phase-là, eh bien, l'auteur des violences, en fait, va reprendre sa domination sur cette personne, et puis enclencher tout un procédé de violence verbale, psychique, physique, etc.
Alors pour certaines victimes de violences, évidemment, elles sont un petit peu voilà, déphasées, déstabilisées par cette alternance de comportement. Lorsqu'elle va faire remarquer à l'auteur des violences que voilà, il y a quelque chose qui cloche, très très souvent, la personne violente va lui dire: «Oh non, mais attends, je t'ai dit ça comme ça, je le pensais pas réellement, vraiment, t'as pas d'humour». Ou alors: «Bah oui, mais c'est normal, si je me suis énervée contre toi, c'est parce que t'as fait telle chose, t'as dit telle chose, ça m'a pas plu». Donc bien évidemment, il y a tout ce processus de: «Je vais rejeter la faute sur toi, la victime, et si je me comporte ainsi, et ben c'est forcément de ta faute parce que moi je suis pas comme ça». Alors, il y a une psychiatre, oui, elle est psychiatre, si je me souviens bien, qui s'appelle Marie-France Irigoyen, qui avait donné une interview pour le Nouvel Obs, il y a quelques années, et donc j'avais été très 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 intéressée par ce qu'elle avait dit du phénomène d'emprise, justement. Donc, alors si je retrouve l'article, elle dit, je cite: «Sur le registre cognitif, ces messages contradictoires, donc l'alternance violence et puis affection, ont un effet paralysant sur le cerveau. Ce brouillage entraîne la perte de l'esprit critique. Les personnes sous emprise ne savent plus à quel moment réagir. Vulnérables, cela les amène à se laisser soumettre». Alors pour ce qui est de traiter l'emprise, alors nous en tant que travailleurs sociaux, non, on ne traite pas cette problématique, c'est-à-dire qu'en fait on est formé pour comprendre les mécanismes psychologiques qui se mettent en place dans une situation d'emprise, à la fois au niveau de la personne violente que de la victime de violence. Euh, c'est des formations qui sont aussi données aux policiers, aux gendarmes par exemple, à tous les professionnels qui vont pouvoir recevoir des appels et des dépôts de plaintes. Alors je me rappelle, hein, il n'y a pas si longtemps, avoir accompagné... alors c'était la première fois que je voyais ça, c'était en 2018. J'ai accompagné une dame qui venait déposer plainte contre son conjoint qui était violent. C'est un homme qui avait déjà été condamné pour des faits de violence justement sur elle. Et je me souviens très bien qu'on était face à l'agent de police qui posait à la dame voilà, tout un tas de questions. Et à un moment donné, il lui tend un genre de questionnaire euh, qu'elle devait remplir en fait concernant sa situation personnelle. Et ça m'avait un petit peu frappée parce que je ne savais pas qu'ils avaient des documents très très détaillés sur le phénomène de violence et le phénomène d'emprise particulièrement. Donc en fait, il y avait des questions du style est-ce que votre conjoint, lorsqu'il est violent, revient avec des petites attentions, des cadeaux, etc. Et c'est vrai qu'en fait, au travers des questions, on essayait de déceler en fait ce rapport de force, de domination hein, qu'est l'emprise, pour pouvoir, au moment de déposer plainte. Alors c'est vrai que nous, comme je vous disais, on ne traite pas, hein, dans le sens où on est formé, effectivement, on sait que l'emprise, bah, voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui vous ferait une sorte de lobotomie, de lavage de cerveau. Quand on est victime de violence, eh ben, on perd ses repères, on est intimidé, on a peur bien sûr, mais en même temps, on a tellement de marques d'affection, on a tellement de marques de confiance, de gentillesse, voire d'amour, hein, que bien évidemment on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer en fait, et c'est ça qui fait que la personne a cette tendance à ne pas pouvoir se défaire de ce phénomène d'emprise. C'est quand même très difficile d'avoir devant soi une personne qui souffle le chaud, qui souffle le froid, et on a du mal à prendre des décisions parce que très souvent on a envie de garder ce bon côté de la personne, très aimante, très, très présente. Et puis, voilà, à pardonner bah, tous les aspects négatifs de sa personnalité, chose qu'il faut absolument pas faire en vérité, mais très souvent, par les sentiments, on arrive à procurer des émotions positives et puis à faire en sorte que la personne, elle relativise, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui va être travaillé, bah, bien sûr, hein, sur un aspect psychologique. D'autant que l'emprise, elle se renforce si la personne violente a une tendance à isoler
la victime. C'est-à-dire qu'on retrouve très souvent des schémas comme ça. Alors, je vais parler de conjoints pour le coup. On retrouve très très souvent ce schéma chez beaucoup d'hommes qui est d'isoler sa femme, de ses amis, de sa famille, en dénigrant. Ah, pourquoi est-ce que tes copines avec telle personne, enfin, ça te correspond pas du tout. Et puis vraiment, est-ce que tu as vraiment confiance en elle? Enfin, moi, je la trouve pas sympa. Et puis rappelle-toi, l'autre fois, vous vous étiez pris la tête pour tel truc. Puis tu lui as pardonné, je comprends pas. Voilà. Ou alors, ouais, tes parents, bon, regarde, ça n'a pas toujours été rose avec eux, donc je comprends pas pourquoi tu les vois toujours, en fait, t'es trop gentil. Voilà. C'est des discours comme ça qui vont amener l'auteur des violences à justement à isoler la personne pour avoir encore plus d'emprise, encore plus d'influence et puis avoir encore plus de pouvoir, bien sûr, sur sa conjointe, sa femme, quoi. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans les situations de violence envers les femmes? Alors les réseaux sociaux, c'est à la fois un très bel outil puisqu'il permet voilà, à certains collectifs de diffuser de plus en plus d'informations en termes de prévention, en termes d'accompagnement, d'orientation possible pour ces victimes. Voilà, on connaît tous et toutes beaucoup de collectifs qui se sont mobilisés. En même temps, c'est aussi un terrain de frappe pour certains auteurs de violence, bien évidemment, puisque vous connaissez tous et toutes le revenge porn, euh, qui consiste à diffuser des images à caractère sexuel, voilà, sans le consentement de la personne qui est directement concernés justement par ces images. Et puis les comptes ficha aussi, hein. Il y a une grosse en ce moment, une grosse opération d'élimination de ces comptes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, que beaucoup de personnes sont vraiment très fortement décidé à faire en sorte que le cyberharcèlement puisse reculer au maximum en réglementant très fortement l'utilisation voilà, d'Internet, enfin des réseaux sociaux et d'Internet, en essayant de protéger bien évidemment les plus jeunes surtout. Les réseaux sociaux, c'est quand même aussi une arme dans la mesure où aujourd'hui c'est très facile façon de parler, mais en tout cas, on a une facilité de communication et puis une communication plus discrète aussi quand on veut pouvoir dénoncer des choses sans avoir forcément peur pour notre vie, hein. Voilà, tout bel outil a son effet pervers, hein. C'est comme ça pour beaucoup de choses. Lorsqu'on a connu Internet, effectivement, on a eu plein de possibilités qui se sont ouvertes à nous. Et puis, en parallèle, on a eu ce dark web avec tout et n'importe quoi. Et là, c'est pareil, hein, à plus petite échelle pour les réseaux sociaux bien ciblés. C'est vrai que on a cet avantage de pouvoir communiquer rapidement à un plus grand nombre. On peut aussi avoir accès à des formations, par exemple, hein. Certains collectifs proposent des formations, alors pas forcément que pour les professionnels, mais pour que chaque femme ait connaissance de ses droits. Mais voilà, malheureusement, cette utilisation, elle n'en reste pas là, hein. Au côté positif des choses, on a aussi tout ce pan négatif avec cette facilité de nuire aussi. Voilà. Avez-vous des idées de sujets de mémoire? C'est vrai que, alors je peux pas vous pondre des idées de mémoire comme ça parce que tout dépend de plein de choses, ce que vous voulez aborder, ce qui vous intéresse, et puis surtout quel diplôme vous visez. Voilà. Alors, je vais plutôt vous donner des axes de réflexion qui me paraissent plutôt intéressantes. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de prévention, d'outils de prévention. Les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, ça c'est très en vogue, ça fait des mémoires très modernes parce qu'effectivement les violences ont un petit peu changé de visage ou tout du moins se sont un peu développées parce que maintenant on a ce paramètre qui est Internet qui fait que oui, on peut violenter une personne à des centaines, des milliers de kilomètres et puis il y a le rapport à l'image, le rapport au corps aussi, qui peut être travaillé en ce sens-là. Euh,
Je vais pas trop développer ce point, mais voilà, moi je le trouve très intéressant. Plus basiquement, se pencher sur l'accompagnement. Comment on accompagne, quels axes on travaille, etc. Bon, ça c'est plus basique, mais c'est intéressant aussi. Pourquoi pas? Après, c'est à vous de trouver un angle d'attaque qui peut être intéressant pour les jurys et puis pas trop ennuyeux et puis de leur apporter des choses qu'ils ne savent pas non plus parce que c'est ça qui est intéressant quand on lit des mémoires, c'est de pouvoir apprendre des trucs. Si c'est pour construire un mémoire sur voilà des choses que chacun sait déjà puisque les violences faites aux femmes c'est quand même un sujet qui est sur le devant de la scène depuis 2010, qu'on a eu un gros hashtag MeToo il n'y a pas très longtemps et que là on est dans le MeToo inceste, c'est vrai que on apprend de plus en plus sur cette question et puis beaucoup de collectifs se mobilisent, donnent des informations, beaucoup de travailleurs sociaux font des campagnes de sensibilisation, notamment dans les écoles, parce que c'est quand même là le berceau de l'éducation, voilà. Donc l'accompagnement, oui, les conséquences aussi. Alors on peut avoir effectivement ce regard sur l'après. Qu'est-ce que ça a causé finalement chez une personne qui a été victime de violence? Est-ce que voilà, les conséquences sont purement psychologiques ou non? Enfin voilà, ça c'est des choses que vous pouvez essayer de développer les rapports du travailleur social à la violence, peut-être aussi, ça peut être éventuellement intéressant. La parentalité également. Alors, si je puis me permettre juste un petit conseil, bien évidemment que c'est une problématique, tout comme les addictions par exemple, qui vont faire intervenir beaucoup de concepts psychologiques. Et du coup, alors moi je suis AS de formation, donc je vais parler pour les futures assistantes et assistants de service social. Il faut éviter cet écueil qui est de tomber dans le mémoire hyper psycho. Euh, où vraiment vous ne claquez que des concepts clés du phénomène d'emprise, des phases de violence, de l'estime de soi, voilà. Alors c'est des choses qui sont très pertinentes, c'est des choses qui sont très intéressantes, ça je n'en doute absolument pas. Le problème c'est que parfois c'est développé dans une telle mesure qu'en fait on voit plus du tout le travailleur social qui est en train de discuter sur les violences. Là on voit vraiment une personne qui est presque devenue un expert en psychologie et du coup où est le travailleur social, où sont ses missions, quel est son rôle, comment est-ce qu'il appréhende la problématique, où est-ce qu'il va pouvoir travailler et puis intervenir, auprès de qui, etc. On voit plus rien du tout de ça. Et du coup, vous passez parfois un petit peu à côté des attentes en fait des jurys à cause de ça en fait. C'est vrai que c'est l'aspect peut-être qui est le plus intéressant et le plus développé sur ce sujet. En attendant, n'oubliez pas que vous êtes un travailleur social et pas un psychologue. Donc voilà, j'espère en tout cas pouvoir vous donner des pistes de réflexion, il y en a plein d'autres, vous n'êtes pas obligé de vous pencher sur l'aspect psycho purement, il y a aussi le juridique bien sûr. On sait que depuis 2010, il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup de mesures qui ont été prises par les gouvernements pour justement essayer d'endiguer ces violences. Alors, je vous le dis en tant que professionnel, dans le côté pratico-pratique, on n'y est pas du tout, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup d'outils qui sont venus se greffer comme ça à la loi, euh, en nous faisant croire qu'on allait punir très sévèrement, qu'on allait reconnaître un petit peu plus les victimes, qu'on allait les protéger davantage. Et puis en vérité, qu'est-ce qu'on voit? On est là en février 2021 et il y a déjà une dizaine de femmes mortes sous les coups de leur conjoint à l'heure qu'il est. Je crois que c'est la 11e, là, à l'heure où je vous parle. Donc, est-ce qu'on a gagné ce pari en disant non? Clairement pas, parce que sur le papier, il y a des choses, effectivement. Sur le papier,
Il y a beaucoup de choses qui ont été pensées, il y a tout un arsenal juridique depuis 2010, puisque ça a été une grande cause nationale, voilà. Cependant, quand on regarde les chiffres, et puis quand on voit un peu comment ça se passe professionnellement, hein, j'ai eu des plaintes sans suite, j'ai eu des plaintes qui n'ont pas été prises. Voilà, c'est des choses qui arrivent encore, on va pas mentir, hein. Alors nous, on a cette chance par chez nous d'avoir une procureure qu'on peut appeler et signaler que par exemple on n'a pas pu déposer plainte ou que bizarrement les choses traînent. Donc elle est très à l'écoute parce qu'elle est très sensible à cette question. C'est pas le cas partout. C'est vraiment vraiment pas le cas partout. Je rappelle, c'est un droit, voilà, de porter plainte. Voilà, bon, si vous avez éventuellement des questions, vous savez comment nous contacter, hein, vous avez notre mail dans la description. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo un peu particulière. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé d'innover un petit peu et puis d'apporter un petit peu de soutien aux étudiantes et aux étudiants en ce moment qui doivent réfléchir très très sérieusement à leur mémoire ou alors commencer à définir un plan de carrière, que sais-je. Voilà. En tout cas, si cette question vous intéresse, on peut toujours en échanger via notre mail. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous sur cette question. J'espère en tout cas que vous avez trouvé le contenu intéressant et puis que vous avez pu avoir quelques informations pratiques pour vous orienter, vous guider un petit peu dans vos recherches et puis dans votre construction de mémoire si vous y êtes ou d'un travail, que sais-je, individuel ou collectif. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un, ça serait vraiment super. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et restez solidaires. Ciao!